Yo les gars. Ok, petit changement de format là. Envie de vous parler avec ma douce voix. Et en fait, c'est parce que ça va être quelque chose d'assez intime, d'assez profond. Bon, ça l'est déjà dans mes autres vidéos, hein. Mais là, on va toucher à ce qui est un des fondements de la psychologie, et notamment celle d'un profil féminin qui est de plus en plus récurrent. Et c'est pour ça que je pense qu'en audio, ça peut mieux le faire pour bien que vous vous concentriez sur, le message et que vous compreniez peut-être plus profondément ce que je vais dire qu'avec, une vidéo. Parce que du coup, il y a de fortes chances que tu sois en train de saboter ta sexualité au moment même où je te parle, sans même t'en rendre compte. Le pire, c'est que tu reproduis un schéma qui est, celui que tu avais quand tu avais 7 ans. Donc, je vais d'abord parler, de un schéma qu'on retrouve chez des femmes, notamment, qui, est assez, en fait, assez visible, hein, en fait, quand tu regardes bien. L'idée, c'est que, je vais t'expliquer comment le déceler, comment ne pas te laisser avoir par celui-ci et comment comprendre pourquoi ça a lieu, pour que tu puisses, mieux comprendre, le cerveau, mais au-delà de ça, la psyché humaine. Donc, dans cet audio, je vais d'abord parler, du, côté féminin et j'en ferai une autre. C'est pas une vidéo d'ailleurs, cet audio. J'en ferai une autre sur, le côté masculin. Donc, l'idée, c'est que derrière cette vidéo, tu puisses mieux comprendre le fonctionnement, un schéma infantile qui s'est créé, dans notre enfance. Mais avant de te révéler le trauma fondamental de tes 7 ans ou des 7 ans, d'une femme, laisse-moi d'abord t'expliquer comment ton cerveau primitif te sabote depuis des milliers d'années. En fait, il faut que tu comprennes qu'on a un truc dans notre cerveau, il y a une partie primitive qui s'appelle l'amygdale. Elle stocke toutes les émotions inconfortables de l'enfance, mais pas que de l'enfance, aussi au niveau instinctif, les émotions qui ont été ancrées de génération en génération, inconfortables. Et dès qu'une situation ressemble un peu au passé, boum, cette partie-là ressort automatiquement les mêmes émotions pour te protéger de ce que tu as vécu. Exemple, le serpent. Tu vois. Quand tu vois un serpent, t'es petit, potentiellement tu vas avoir peur. C'est pas parce que le serpent fait plus peur qu'autre chose, c'est parce que depuis des générations, en fait, le serpent était synonyme de venin et potentiellement de mort. Du coup, ton cerveau, ton amygdale instinctif, va te donner une émotion qui a été longtemps intégrée à ton cerveau par la part instinctive, parce que tu passes en mode danger. C'est un peu pour traduire ce qui se passe, hein, à ce moment-là. C'est que plus tu mets des émotions inconfortables dans l'amygdale, plus tu vas avoir un comportement de défense inconscient qui se fait de manière automatique. Maintenant, tu t'es jamais demandé pourquoi autant de femmes ont besoin de boire de l'alcool pour faire l'amour? En fait, je me rappelle avoir interviewé une femme qui me parlait de sa première fois. Elle avait couché avec un mec lors d'une soirée. Elle le connaissait uniquement de la soirée. Ça s'est bien passé, elle a fait sa première fois. Le lendemain, celle qui avait organisé la soirée trouve une capote dans sa poubelle. Elle demande devant tout le monde: «Mais c'est à qui ça?» Elle avoue et là tout le monde la regarde avec des yeux de jugement et elle ressent une honte qui s'inscrit profondément en elle. Du coup, elle m'expliqua que tout le reste de sa vie, elle ne s'autorisa plus à faire l'amour le 1er soir avec quelqu'un parce qu'elle trouvait ça pas bien et se sentait pas à l'aise. En fait, son cerveau et son amygdale essayent de la protéger de cette honte qu'elle a vécue, même s'il y a pas réellement de danger. Tu me suis? La honte a été intense et du coup, l'amygdale tente de la protéger de cette honte qu'elle a vécue par le passé. Tu vois le pattern? Il y a une expérience de honte et c'est égal à une vie entière de blocage dans le même contexte ou du moins le contexte qui lui ressemble. Ton amygdale, c'est un peu comme une alarme incendie hypersensible qui se déclenche pour un briquet allumé. La plupart des femmes, elles n'assument pas leur part sexuelle ou alors quand elles ont bu de l'alcool parce que ça abaisse leur niveau de conscience. C'est triste, hein, mais on est loin d'une sexualité consciente de qualité avec ça. C'est, heu, c'est vraiment triste et ça se voit, hein, autour de nous. Je pense que tu l'as déjà vu. Le lendemain,
dans la vie de tous les jours, elles nient leur désir sexuel. La plupart du temps. Sauf quand tu les connais bien et que tu as déjà passé le cap, quoi. Et ou quoique, il y a des mecs qui, même après avoir passé le cap, n'arrivent pas à créer cette connexion, sexuelle authentique. Du coup, sont toujours un petit peu dans, les non-dits. Les femmes aussi, hein. Mais je parlerai des hommes dans un autre audio ou vidéo d'ailleurs, je sais pas. Du coup, l'amygdale, elle enregistre toutes les émotions de honte et de culpabilité pour essayer de t'en protéger. Et certaines émotions, elles sont inscrites même avant ton enfance, parce que c'était une question de survie pour ton espèce. Et sache que pour cette partie du cerveau, être critiqué par d'autres personnes, c'est comme être en face d'un tigre. C'est potentiellement une mort sociale. C'est exactement la peur d'être critiqué qui va t'enfermer dans une tour d'ivoire qui t'empêche de t'épanouir. Les femmes, entre elles, vont directement juger les femmes qui font leur première fois rapidement. Et à cet âge, elles sont très violentes, hein. Elles se font insulter et cataloguer comme si leur virginité et le sexe étaient le symbole de leur plus grande valeur en tant que femme et qu'il fallait la préserver. Mais d'où cela vient ça? Cette valeur fondamentale, que le sexe et la virginité est quelque chose à préserver. Depuis la nuit des temps, les femmes, si elles avaient une relation sexuelle, elles risquaient d'avoir un enfant et de se rendre vulnérables pendant 9 mois. Donc, elles devaient prendre le temps de choisir le bon mâle pour leur première fois et ne pas se donner trop rapidement, au risque d'être affiliées au statut social d'un homme pour toute leur vie, qui risque de ne pas les soutenir ou être à même d'élever leurs enfants. Et ça fait des milliers d'années que cette partie-là du cerveau, en fait, elle prend le dessus. Il faut savoir que le cerveau primitif, pour cette partie-là, la sexualité est synonyme de reproduction, et donc d'un risque, depuis des milliers d'années. Et des milliers d'années de conditionnement de l'esprit primitif en nous s'exprimeront toujours plus rapidement que les quelques 60 ans où il est possible pour une femme d'avoir une sexualité libre, épanouie et non synonyme de naissance grâce notamment à la pilule contraceptive. Tu vois bien que dans la balance, des milliers d'années où l'esprit pense la sexualité d'une manière reproductive, à quelques dizaines d'années où il est possible de faire autrement, la balance est plus forte sur les milliers d'années dans notre cerveau. C'est pour ça que le sexe est encore connoté comme quelque chose qui doit être réfléchi longtemps avant l'acte, et que l'épanouissement sexuel non reproductif est encore jugé par les hommes comme par les femmes. Parce que des milliers d'années sont derrière l'acte sexuel de manière reproductive. Donc cette partie primitive du cerveau, elle voit tout en noir et en blanc. C'est en mode c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de contraste. Soit bien, soit mal, si tu fais ça. C'est à faire ou à ne pas faire. C'est toujours ou jamais. Du coup, cette femme va construire une personnalité qui ne se laisse pas aller à la sexualité, pour éviter cette gêne. Et en plus, tu rajoutes à ça les religions, où on l'a vraiment connoté de manière que c'est mal, que c'est à ne pas faire, l'acte sexuel, au-delà de la reproduction. Euh, et on va aller un petit peu plus loin dans le sujet. Mais l'idée, c'est vraiment que quand elle repense à cet événement, elle ne voit que le danger, et pas le plaisir qu'elle a eu. C'est comme un cheval avec des œillères. Le cerveau primitif voit juste un petit bout et dit attention, danger. Sans voir que la situation, la personne, le contexte ont complètement changé. C'est exactement pareil que pour quelqu'un qui a eu des attouchements sexuels. Même quand cette personne sait que son partenaire est bien intentionné, une partie d'elle veut la protéger de ce qui est arrivé. Le but, c'est de faire passer cette expérience du cerveau émotionnel au cerveau rationnel, pour qu'elle puisse voir les nuances et se dire ce n'est pas tout le temps dangereux. Je peux choisir dans certains contextes et me laisser exprimer ma sexualité. Donc voilà, l'idée de l'amygdale, je voulais vraiment la mettre en lumière pour que tu comprennes comment le mécanisme de défense se met en place et veut faire éviter la honte face à la sexualité ou les potentiels inconforts vécus autour de ce sujet-là, quoi.
Donc maintenant que tu comprends comment ton cerveau te piège avec tes peurs ancestrales de survie, laisse-moi te révéler la blessure émotionnelle fondamentale qui s'est greffée par-dessus à 7 ans. Et celle qui dirige vraiment ta sexualité aujourd'hui. Donc là, le focus est sur les femmes. Tu vas bien mieux les comprendre. Parce que, en fait, Freud, il appelait ça le complexe d'Oedipe. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Alors oui, Freud, c'est un obsédé, toxicomane, mais il a quand même découvert des trucs de règles. En fait, dans notre esprit, il y a une partie masculine et une partie féminine, et c'est normal. Elles cherchent leur opposé, leur représentation opposée. C'est pour ça que les enfants disent spontanément à 7 ans qu'ils se marieront avec leur papa ou leur maman. L'enfant va essayer d'avoir son parent rien que pour lui. Il va pleurer, faire des caprices, casser les moments d'intimité des parents pour récupérer l'attention. Mais les parents passent plus de temps ensemble qu'avec l'enfant. Et c'est normal. La petite fille voit que papa passe plus de temps avec maman qu'avec elle. Le petit garçon voit que maman passe plus de temps avec papa qu'avec lui. Et c'est là que tout se joue. On parle d'un amour symbolique, hein, pas sexuel. En fait, à 7 ans, on n'est pas encore conscient de cette partie de nous. Mais justement, souviens-toi que l'enfant est coupé de son premier amour qui n'a rien de sexuel. Son cerveau primitif enregistre une émotion très forte de frustration et de colère. Elle va faire tout pour éviter de revivre ça dans le futur. De ce manque, l'enfant va créer un idéal amoureux, avoir quelqu'un rien qu'à soi, l'exclusivité totale mais asexuée. Le mythe de la relation pure, infantile, à ce moment précis a été créé. Cet idéal de relation rien qu'à soi, dans l'exclusivité totale, parce que justement, elle n'a pas eu le parent du sexe opposé rien qu'à elle, crée aussi la jalousie dans les relations futures. C'est comme si à 7 ans, tu avais enregistré ton premier film romantique dans ton disque dur, sauf que c'était un Disney sans sexe. Et maintenant, adulte, tu essaies de rejouer ce film. Et c'est là que ça coince en fait. C'est à cause de ce trauma d'enfance que les adultes ne supportent pas l'idée que leur partenaire côtoie d'autres personnes du sexe opposé, parce que ça fait remonter cette vieille douleur de solitude et de rejet. Et là, il y a aussi un truc crucial qu'il faut absolument que tu te rends compte. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas cette partie-là. À 7 ans, ton cerveau croit que papa ou maman est parfait. Donc, tu vas chercher cette perfection dans tes futures relations. Et tu vas chercher cette perfection aussi un peu partout dans ta vie, pour toi ou pour les autres. Sauf qu'à 7 ans, t'as pas la capacité de voir l'humanité de tes parents. Pour toi, papa c'est Superman et maman c'est Wonder Woman. Ton cerveau n'est pas équipé pour analyser objectivement. Il est encore en mode amygdale, tout blanc ou tout noir, c'est bien, c'est mal, c'est à faire, à ne pas faire, etc. Il n'a pas encore développé le cortex préfrontal, qui analyse rationnellement plutôt qu'émotionnellement, en voyant qu'il y a du contraste, qu'il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire qui sont confortables et qui peuvent faire vivre de l'inconfort, qu'il y a des choses qui sont dites mal, qui peuvent être, qui peuvent faire du confort et qui peuvent être inconfortables aussi, qui sont les deux en même temps. Ah, dans certains contextes, pour certaines personnes, suivant certains moments de la vie. Exemple, personne qui se dit putain, c'est inconfortable de faire du sport. Ok, c'est inconfortable, mais ça apporte des avantages. Personne qui se dit ouais, non, faut pas que je quitte ma relation du moment, parce que sinon je risque de la faire souffrir. Mais justement, bah, peut-être que si tu la fais souffrir à ce moment-là et que tu la quittes, bah, il y aura du confort derrière, pour elle comme pour toi. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Ça, c'est parce qu'on analyse rationnellement une situation plutôt qu'émotionnellement. Et en fait, on est souvent dans cet aspect-là où on est plus émotionnel que rationnel. Parce qu'on est plus contrôlé par notre amygdale, en règle générale. Du coup, pour en revenir à cette idée de Superman ou de Wonder Woman, quand on a 7 ans, on voit notre parent, vraiment, on l'idéalise. Et c'est cette image de perfection qui se grave dans notre inconscient. Du coup, toute ta vie d'adulte, tu vas chercher une relation basée sur une illusion. Tu cherches cette personne parfaite, avec des qualités fantasmées de ton parent. Sauf que cette perfection n'existe que dans ta tête d'enfant de 7 ans. En plus, il manque quelque chose dans cet idéal, la sexualité. Et oui, à 7 ans, t'étais pas encore conscient de ça. Pourquoi je parle de 7 ans? Parce que malgré qu'il y ait eu l'adolescence, qu'il y ait eu une grosse partie de l'enfance, l'adolescence et l'adulte,
Vu que c'est le premier traumatisme, un des plus puissants, en fait, c'est aussi une racine qui, malgré qu'on dit qu'on l'a passé ou qu'on l'a pas dans notre vie, qui est encore très, 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 très inscrite en chacun de nous. Et tu vas le comprendre après. Du coup, cette perfection n'existe que dans ta tête d'enfant de 7 ans. Et tu reconnais peut-être ce schéma dans tes relations, cette recherche impossible de la personne parfaite, la femme ou l'homme qui saura répondre à toutes tes attentes. Ça te dit quelque chose, cette déception répétée? La souffrance, la définition de la souffrance, c'est le décalage entre nos attentes et la réalité de ce qui est vécu. Et là, il y a un gros décalage de perfection. Parce que je vois encore trop de personnes qui mettent le sexe en second plan dans la recherche de leur moitié. Essaient de trouver la personne parfaite pour elles en premier plan, quitte à oublier le sexe entre-temps. Du coup, ils cherchent la personne parfaite qu'ils ne trouvent pas et passent tout ce temps à s'autoriser une vie sexuelle sans avoir une vie sexuelle nulle, enfin, pas riche en tout cas, sans avoir trouvé la personne idéale. Ou parce qu'ils n'ont pas trouvé la personne idéale. Parce qu'en fait, ils recherchent une illusion. Homme comme femme, hein. La réalité d'une relation homme-femme, c'est depuis la nuit des temps, c'est l'acte sexuel. Dans le monde réel, faut savoir que les gens, ils ont des défauts, des humeurs, des besoins sexuels et des intérêts à être avec quelqu'un. Tes parents n'étaient pas tout roses, ils avaient des envies et leurs blessures d'estime de soi qui comblaient derrière cette relation. Il y avait la pression sociale aussi sur les personnes célibataires qui les a influencés à se mettre en couple. Et aussi leur peur de la solitude. L'être humain, il est complexe. Ils n'étaient pas ensemble parce qu'ils s'aimaient inconditionnellement. Il y avait des conditions à leur amour, et l'une des premières, voire la première, c'est l'acte sexuel. Sauf que toi, enfant, tu t'en rends pas compte. Et malgré que tu aies grandi, il y a encore cette croyance de l'amour coup de foudre avec une personne qui saura t'aimer toi, juste toi, parce que c'est toi, qui est la seule et l'unique. D'ailleurs, les femmes ont une forte tendance à s'accrocher à cette relation amoureuse dénuée de sexe. Certains hommes aussi. Elles veulent qu'on leur prouve que c'est elle la seule personne qu'on aime au monde et qui nous attire. Et si tu comprends cette vidéo, si tu comprends plutôt cet audio, tu sais maintenant que c'est parce qu'elles cherchent à vivre l'exclusivité relationnelle qu'elles n'ont pas eue avec leur papa, petite, et qui n'était pas sexuelle. Pour résumer, ton cerveau primitif te protège de la sexualité et ta blessure de 7 ans te donne l'illusion d'un amour non sexué. Résultat, tu cherches une relation impossible qui n'existe que dans ta tête d'enfant. D'ailleurs, je t'invite à regarder aussi ma vidéo sur les 5 freins qui t'empêchent de t'épanouir sexuellement. Le premier, c'est le romantisme marketing, où on te vend à travers Disney et les films exactement ce que ton imagination d'enfant a créé à 7 ans. Une relation magique, idéalisée, sans réalité sexuelle. Et tu vas être déçu encore et encore, parce que personne ne peut être à la hauteur de cette chimère de relation pure où tu es le centre du monde et où on t'aime sans intérêt de plaisir sexuel ou d'intérêt personnel. La réalité, c'est que depuis des milliers d'années, l'homme et la femme se sont réunis pour avoir une relation sexuelle. Mais cela, ton cerveau d'enfant ne peut pas le voir ou cherche une relation basée sur un amour romantique, complètement déconnecté des faits objectifs. Il cherche l'amour avec un grand A, mais inconsciemment, t'aimerais qu'on t'aime pour autre chose que pour l'acte sexuel. Comme si l'acte sexuel seul n'avait aucune valeur. Et c'est pour ça que beaucoup s'enferment dans des relations où ils se sentent protégés, comme avec un parent. Et qu'importe si le sexe diminue avec les années, parce qu'au fond, ils recherchent une relation d'enfant de 7 ans, asexuée. Combien d'hommes, au bout de quelques années, voire même quelques semaines, ont des attitudes de petits garçons avec leur compagne et laissent de côté la sexualité? Parce qu'au final, ils cherchent à revivre cette relation idéalisée, non sexuée, avec leur mère pendant l'enfance. Combien de femmes finissent aussi par se satisfaire de relations où elles ne sont pas satisfaites sexuellement, et au final ont des attitudes de petites filles asexuées avec leur papa? Parce qu'au fond, elles recherchent une relation non sexuée avec leur père, idéalisée dans leur enfance au niveau inconscient. Mais factuellement, regarde les couples. Regarde vraiment ce qui se passe dans les couples. Tu remarqueras que les gens retombent en enfance. Le sexe a de moins en moins d'emprise sur leurs relations. Et ils ont des schémas infantiles qui commencent à voir le jour. Des embrouilles aussi d'enfants. Ah oui, j'imagine que certains se disent que c'est tiré par les cheveux, que voilà, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais on dit bien qu'un enfant façonne sa personnalité de 0 à 7 ans en psychologie. Et si c'était vrai, tu penses pas que ton cerveau primitif essaierait de te protéger de cette vérité qui fait mal? Que ton ego se dirait: «Ah bah non, n'importe quoi, moi je fais pas ça, quoi».
Donc écoute la suite et dis-moi en commentaire ce que tu en déduis. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cette blessure se manifeste concrètement. Il y a deux personnalités névrotiques qui se nourrissent mutuellement, les deux faces de la même pièce toxique. Le premier profil, et c'est sur celui-là que je vais m'attarder dans cet audio, c'est la princesse intouchable. Du coup, si t'es une femme et que t'écoutes, demande-toi honnêtement si tu te reconnais. Si t'es un homme, pense à combien de fois tu t'es fait avoir par ce profil. Un des types de personnalités que je vois beaucoup en ce moment, c'est la personnalité de la petite princesse. On les reconnaît, hein. Ce genre de femmes, généralement, elles aiment être l'inaccessible, la convoitée, qui collectionnent les admirateurs dans leur carnet d'adresses pour satisfaire leur ego blessé de petite fille qui n'a pas eu assez d'attention exclusive de son papa. J'ai remarqué que celles qui ont une grosse blessure narcissique vont souvent aussi devenir des collectionneuses de followers et de likes. Il a sûrement déjà vu ça aussi, hein. Il y en a de plus en plus. C'est les stigmates d'un ego qui tient à se faire remarquer comme la plus belle, toujours plus désirable. Elles vont être des créatrices de contenu hyper sexualisés, porter des tenues sexy en ville, et avoir des comportements de tentatrices. Mais au final, quand tu creuses un peu, elles sont juste dans une recherche de regard envieux sur elles, mais en général ne sont pas épanouies sexuellement. Elles ont un ego tellement démesuré que l'adoration des hommes leur suffit. Mais vivre leur sexualité, ce serait comme si elles perdaient leur pouvoir de princesse intouchable. Mais d'où vient cette idée de princesse intouchable pure et asexuée? Alors, sachant que pendant l'enfance, quand elles étaient amoureuses de leur papa, c'était sa petite reine, il n'était pas question au niveau conscient d'avoir une forme de sexualité. Par contre, pour plaire à leur papa, il fallait qu'elle corresponde à l'image qu'ils attendaient de cette petite fille. Souviens-toi, tout ça vient de cette petite fille de 7 ans qui voulait papa pour elle toute seule. Maintenant, adulte, elle rejoue la même image avec tous les hommes qu'elle va côtoyer. Ajoute à ça que son papa, lui, ce qu'il redoute le plus, c'est que sa fille ait des relations sexuelles, parce que ça dégoûte beaucoup de pères de savoir que sa fille va passer par là. Il va donc lui inculquer une fausse pudeur, qu'elle doit être respectable et ne pas se donner comme ça. Il fait ça pour se protéger de son propre dégoût de voir sa fille expérimenter la libération sexuelle. Mais étant jeune, lui, ça ne dérangeait pas de coucher avec les jeunes femmes d'autres pères de famille. À cette époque, il n'était pas dégoûté qu'une jeune femme couche avec lui. C'est un peu l'hôpital qui saoule la charité. En somme, elle a le droit d'être jolie, d'attirer les regards, mais surtout pas de casser l'image de petite fille à son papa, pure, et qui ne se laisse pas dévergonder. Plus tard, si elle se donne à un homme, elle a l'impression de trahir l'image de la petite fille sage qui cherchait la validation de son père. Et elle gardera en tête de préserver cette image de princesse aux yeux de son papa, mais aussi aux yeux des hommes qu'elle va côtoyer. C'est-à-dire de ne pas avoir de relations trop facilement. Faire attention de ne pas faire sa première fois rapidement. De préserver l'image de bonne fille à son papa qui n'a pas eu trop de relations sexuelles. Elle ressent inconsciemment la gêne de son père face au fait que sa petite fille va devenir une femme avec sa propre sexualité. Le père, dans sa tentative de protéger de la protéger en fait, ou plutôt de se protéger de son dégoût face au fait qu'elle a une sexualité, l'enferme dans une image de femme pure pour qui la sexualité devient quelque chose qu'elle ne doit pas exprimer librement. Tu reconnais ce genre de femme qui dit moi je suis pas comme ça, hein, quand tu lui proposes quelque chose d'un peu plus aventureux après un date? Qui se justifie constamment si elle le fait avec d'habitude je fais pas ça, hein, ou c'est la première fois que je fais ça, quoi. Même si c'est pas vrai. Elle se dit si je couche le premier soir, il va penser que je suis facile. Toujours cette peur du jugement masculin. Toujours cette nécessité de préserver cette image de fille bien, héritée de papa, ou de son frère, ou de quelque autre figure paternelle ou maternelle de son enfance. Comme si vous pouvez pas salir l'image pure qu'elle doit présenter à l'homme qui partage sa vie et qui du coup est la représentation de son père à 7 ans. Et je dis bien que c'est une représentation, hein, que ce n'est pas au niveau conscient. Elle se dit pas généralement ah, je vais voir mon papa quand elle va voir son mec. C'est un autre niveau de conscience. Ça, il faut bien que tu le comprennes dans cet audio. Cette dynamique, elle crée un conflit interne profond. D'un côté, tu as son corps d'adulte qui a des désirs naturels. De l'autre, tu as cette voix paternelle, intériorisée, qui lui dit qu'une bonne fille ne devrait pas ressentir ou exprimer ce besoin de cette manière. Elle rejoue le même jeu psychique dans sa vie d'adulte, parce que pour elle, à ce moment-là, l'adoration et la validation masculine suffisent à son plaisir mental et égotique, plus qu'à son plaisir physique.
En fait, elles sont généralement de grandes créatrices de contenu suggestif sur le réseau et de photos assez provocantes. Elles entretiennent un plaisir pervers à exciter des hommes tout en éloignant l'acte sexuel. Oui, ces femmes ont un comportement sadique et jouissent de voir qu'un homme les désire mais ne peut pas les avoir. En fait, elles font vivre aux hommes ce qu'elles ont vécu quand elles voyaient leur maman avec leur papa, parce qu'elles le désiraient mais ne pouvaient pas l'avoir. Donc, elles aussi se positionnent comme désirables mais inaccessibles. C'est une forme de vengeance inconsciente. C'est typiquement le genre de femme qui, même si un homme est clair dans ses intentions, qu'il souhaite avoir une relation sexuelle avec elle et qu'elle sait qu'il ne se passera rien avec lui, elle décide quand même de le maintenir dans ses contacts et continuer à recevoir ses compliments, de le côtoyer, ou bien de le garder en ami, parce qu'elle est dans une recherche constante de validation à l'égard des hommes. Mais tu savais que la plupart des viols sont commis par des amis ou des proches? Ça te paraît étonnant que quand tu maintiens des contacts des personnes en sachant pertinemment que ces personnes te désirent? Alors évidemment, ça excuse en aucun cas cet acte, hein. Mais d'après toi, ça le facilite ou ça l'empêche d'arriver, ce genre de comportement? Elle pourrait très bien ne choisir d'avoir que des hommes qu'elle désire dans ses contacts. Pourquoi collectionner autant de personnes qui la désirent dans son répertoire ou sur son Instagram? Tu vois le pattern? C'est toujours le même schéma infantile qui se répète. On retrouve beaucoup de ce mécanisme infantile dans la séduction. Une femme prend un plaisir sournois à voir qu'un homme la désire mais ne peut pas l'avoir. Elle a l'impression d'avoir un certain pouvoir sur lui. Et même si c'est difficile à admettre pour la plupart, il y a une forme de sadisme derrière cet acte de voir un homme les désirer sans s'offrir à lui. Certaines le font inconsciemment, mais d'autres le font consciemment. Moi, j'appelle ça le syndrome de la stripteaseuse. Elles adorent être convoitées, mais au final ne s'autorisent pas ou très peu à s'abandonner à un homme dans leur vie personnelle, par peur de se rendre vulnérables et de tomber de l'image idéalisée de la princesse intouchable et difficile d'accès créée durant l'enfance. Elles s'enferment alors dans leur tour d'ivoire qui devient leur propre prison sexuelle. La femme dans cette dynamique va développer un mépris secret pour tous les hommes qui l'admirent et ne peuvent pas l'avoir. Alors qu'en réalité, elle reproduit exactement le même schéma infantile. Quémander l'attention comme un enfant quémande l'admiration de son père en accumulant les conquêtes fictives plutôt qu'en assumant sa nature de femme désirante. Vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes acceptent tellement de followers sur les réseaux et pourquoi elles sont addictes à ça? Pourquoi certaines sur OnlyFans adorent qu'on les regarde mais derrière ont une sexualité personnelle et intime presque inexistante? En fait, elles veulent faire payer à la jante masculine sa désillusion d'enfant de ne pas avoir eu toute l'attention sur elle. Vous avez remarqué que certaines femmes savent qu'elles ne veulent pas de vous, mais qu'elles jouissent de vous voir galérer à les avoir? Oui, on appelle ça du sadisme. Une femme peut aussi jouer de son emprise après un acte sexuel. Ça, c'est à un autre niveau, mais c'est un jeu puéril aussi, où elle use du fait qu'elle sait que l'homme la désire pour espacer les actes sexuels et voir l'homme la désirer plus ardemment. Et du coup, avoir plus d'attention envers elle. C'est exactement le même jeu que la petite fille qui court en criant «Tu m'auras pas!» quand papa essaie de l'attraper. Sauf qu'à l'époque, c'est mignon. Maintenant, c'est une adulte qui joue avec les émotions d'un homme. C'est sadique. L'homme qui a un comportement que j'approfondirai un peu plus tard, dans un autre audio ou dans une vidéo, à qui on espace les actes sexuels, va avoir un comportement similaire au père et montrer plus d'attention ou plus de désir à son égard, ce qui, elle, la comble d'attention, justement. Ce mécanisme inconscient et puéril créera beaucoup de soucis dans l'expression d'une sexualité affirmée et consciente plus tard. Certaines femmes ont tellement ce désir qu'elles dosent leur oui et leur non comme un dealer dose sa drogue pour maintenir son client en état de manque, et ainsi recueillir l'attention tant attendue et le contrôle dont elles ont manqué étant enfants sur leur premier amour. Et tu veux un exemple concret de ce comportement narcissique et sadique? Regarde le nombre de femmes qui préfèrent garder contact avec un homme par message et retardent systématiquement le rendez-vous face à face. Pourquoi? Parce que cela vient nourrir leur ego, d'être convoitées, mais pas acquises. Elles adorent recevoir ces messages d'attention, ces compliments,
cette validation constante par SMS. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, de se rencontrer vraiment, de vivre quelque chose de concret, là, ça devient compliqué. Je suis occupé cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Là, j'ai des trucs à régler en ce moment. En réalité, elles sont devenues accros à cette drogue qu'est l'attention masculine virtuelle. C'est plus safe, plus contrôlable. Ça nourrit parfaitement leur ego de petites princesses sans jamais les confronter à la réalité d'une vraie interaction. Mais c'est profondément malsain. Tu maintiens un homme en état de frustration, tu joues avec ses émotions, et au final, tu t'empêches toi-même de vivre quelque chose de réel et d'extatique. C'est de la lâcheté émotionnelle déguisée en jeu de séduction. Un ami à moi a rencontré une femme dans un bar à Barcelone. Il y avait une attirance mutuelle. Ils vont à la plage, se baignent nus, s'embrassent, ils se caressent. Moi j'étais parti entre-temps. Ils continuent la soirée ensemble, ils sont tous les deux très excités. Logiquement, ils devraient rentrer ensemble pour coucher ensemble, non? Ils sont excités, ils en ont envie. Mon ami lui propose. Elle dit non avec un grand sourire. Ce sera un autre soir. Il acquiesce, sans comprendre, et ils rentrent tous les deux de leur côté, seuls. Lui avec une énorme érection et elle toute mouillée à l'entrejambe. Quelques jours plus tard, elle lui dit qu'elle a apprécié le moment mais préfère ne pas aller plus loin parce qu'elle repart de la ville. Et c'est totalement dans son droit. Hein. Mais concrètement, dans les faits, elle l'a excité consciemment et a consciemment décidé de ne pas aller plus loin. Quand tu regardes, factuellement, c'est assez violent. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de la souffrance faite aux femmes au sujet de la sexualité. Et c'est un combat que je défends aussi. Mais on parle moins de la souffrance faite aux hommes lorsque certaines femmes font monter le désir d'un homme consciemment pour au final lui empêcher d'y accéder. À combien d'hommes c'est arrivé de vivre une frustration sexuelle similaire? Si ça vous est arrivé, mettez-le en commentaire. Je suis curieux de voir vos histoires. Le pire, c'est que notre société cautionne cela, appelle ça le jeu de la séduction. Oh, c'est normal qu'une femme se fasse désirer. C'est romantique? Non, c'est toxique. Ça nourrit l'enfant blessé de chacun. Dans cette vidéo, j'ai donné des éléments de réponse sur ce qui force inconsciemment une femme à repousser l'acte sexuel. Mais ça n'est pas une excuse. Elle rejoue son "tu m'auras pas", car je suis une princesse impénétrable et pure et je ne me laisse pas avoir aussi facilement. Et lui rejoue sa course derrière sa princesse et accepte d'aller contre ses désirs pour la servir et faire bonne impression. En fait, il n'y a personne qui grandit. Tout le monde reste dans sa cour de récré émotionnelle. Le mec accepte cette situation parce qu'il reproduit son schéma. Si je suis patient, peut-être qu'elle me choisira. Il se réduit à devenir un ami alors qu'il a envie de lui faire l'amour et de devenir son amant. C'est de l'auto-castration émotionnelle. Il faut que ça s'arrête. Qu'un homme arrête de devenir le bon ami, le chevalier servant quand il veut faire l'amour et être l'amant. 2, qu'une femme arrête de collectionner des prétendants pour flatter son ego plutôt que de vivre l'expérience physique réelle. Les deux doivent se comporter comme des adultes qui disent oui fermement à leurs désirs sexuels plutôt que des enfants dans l'ambivalence du ni oui ni non. Parce qu'en fait, c'est ce ni oui ni non qui entretient la culture du viol. Parce que l'homme comme la femme n'assument pas leur condition d'être sexué et la responsabilité qu'ils se doivent l'un à l'autre dans ce conditionnement. Au fond, ils se doivent de respecter leur attraction sexuelle respective, sinon ils vont droit dans le mur. Tu comprends maintenant peut-être pourquoi 90% des couples finissent par ne plus faire l'amour. Ils sont retombés dans leur relation parent-enfant non sexuée qu'ils fantasmaient à 7 ans. Tu vois le piège? Cela a créé la jalousie, l'exclusivité, le "donne-moi toute ton attention, je suis la seule et l'unique de ta vie". Les deux rejouent ce qu'ils voulaient enfant avec leurs parents, mais à l'âge adulte avec leur partenaire. Et le pire, c'est que beaucoup nient la sexualité comme étant la première des conditions de leur attirance, parce qu'ils ont imaginé une relation idéale avec leur papa ou leur maman à une époque où leur sexualité n'était pas consciente. Ils vont dire que c'est l'amour qui leur est tombé dessus. Mais surtout pas le désir sexuel. Hein. Oula, non, 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 non. Et en fait, c'est là qu'il y a un problème. À chaque fois que l'un ou l'autre affirme avoir juste des désirs sexuels et vouloir les assouvir avec l'autre, cela ne sera pas de l'amour à leurs yeux. Et c'est là le problème. Car pour moi, la sexualité, c'est de l'amour. Pour eux, des personnes qui font juste l'amour ensemble, ce n'est pas de l'amour. Cela vient trahir
la relation amoureuse idéalisée dans leur petite tête d'enfant. Ils ont idéalisé la relation homme-femme et l'ont fantasmé à 7 ans. Et ils imaginent une fois adultes que l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment autour du sexe. Et si c'était l'inverse? Et si l'acte sexuel, c'était l'acte d'amour le plus pur, et que tout ce qu'on met autour, ce n'était qu'une construction sociale? Je vais te la répéter. Et si l'acte sexuel, c'était l'acte d'amour le plus pur, et que tout ce qu'on met autour, ce n'était qu'une construction sociale? Le problème, c'est que beaucoup de femmes croient que l'homme doit mériter de faire l'amour avec elle et lui prouver qu'il aime tout le reste de sa petite personne pour que leur petit ego soit pris en compte. Elles veulent absolument qu'un homme vienne valider et flatter leur ego. Elles veulent qu'on aime leur petite personne car l'acte sexuel et l'attraction sexuelle, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est le fantasme idéalisé dans leur tête de petite fille qui veut un homme rien que pour elle, qu'il aime juste elle, mais pas juste pour le sexe. Et l'homme croit que pour faire l'amour à une femme, ils doivent être des hommes extraordinaires et valeureux, qu'ils ont fait leurs preuves, qu'ils sont spéciaux, car pour eux, la simple attraction sexuelle, ça ne suffit pas. Ils doivent prouver égotiquement qu'ils sont quelqu'un de plus, car ils ont l'angoisse du « je ne suis pas assez pour être aimé, créé enfant ». Pour eux, l'attraction sexuelle n'est pas assez pour mériter la personne désirée. Et là aussi, c'est un problème. Parce que non, si on fait l'amour avec toi, c'est qu'on a un désir de prendre son pied. Et si après ça, on aime ce qui suit, eh bien la relation commence. Mais le sexe suffit à lui-même. On n'a pas besoin de glorifier son ego pour s'autoriser à faire l'amour. Deux êtres désirants et honnêtes avec leurs besoins vitaux, ça suffit. D'où ça vient cette idée de chercher à plaire pour autre chose que son attirance sexuelle? Pourquoi absolument chercher la reconnaissance de la valeur dans les yeux de l'autre? Pourquoi vouloir absolument plaire à l'autre autrement que sexuellement? Si tu as regardé cette vidéo, tu commences à comprendre pourquoi on tient absolument à ce que l'autre reconnaisse notre particularité unique et que l'on va être la seule personne à ses yeux. C'est parce que l'on ne l'a pas été lors de notre première déception amoureuse, celle d'avec notre parent du sexe opposé. Laisse-moi te dire la réalité. Personne n'est irremplaçable. Et tous tes ex le savent que tu n'es pas irremplaçable. Et toi aussi, tu as remplacé tous tes ex. À part toi-même, personne sur cette terre ne comblera ton manque d'estime de toi. Si une personne y arrive, ce sera un pansement qui va laisser une plaie encore plus douloureuse quand il s'enlèvera. Le problème, quand tu crées une relation sur ce trauma d'enfance, c'est que ça t'empêche de grandir émotionnellement. Grandir, c'est ne pas chercher un parent de substitution chez son partenaire. C'est voir la relation comme un moyen de révéler ses blessures et travailler dessus. Grandir, c'est voir la solitude comme une porte vers soi, pas comme quelque chose à fuir. Grandir, c'est voir la sexualité comme une reconnexion à quelque chose de profond, qui lie les humains entre eux, bien plus que les réseaux sociaux, les cadeaux ou les étiquettes de relations sérieuses, exclusives ou libres. Maintenant, laisse-moi te montrer comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour créer la prison mentale dans laquelle tu es enfermé. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début sur le cerveau primitif? C'est exactement ce qui s'est passé. Ton cerveau a enregistré cette expérience d'enfant comme un trauma. Je ne suis pas assez pour être aimé. Et depuis, à chaque fois qu'une situation ressemble un peu à cette époque, ton cerveau ressort les mêmes comportements pour plaire à ton parent du sexe opposé. Ou pour plaire d'ailleurs à toute autre personne. Mais là, on va se concentrer sur cette partie-là. Je vais te résumer les 4 patterns principaux qui bloquent ta sexualité. Compte combien tu en reconnais chez toi. Le premier pattern, ton amygdale a encodé que la sexualité est potentiellement une mort sociale depuis des milliers d'années. Cette programmation ancestrale fait que chaque approche intime active ton système d'alarme primitif. Comme cette femme qui n'a pas pu coucher le premier soir à cause d'une capote trouvée dans une poubelle. Ton cerveau a imprimé l'expérience de la honte sexuelle et des risques sur le long terme. Ton cerveau réagit à cette peur plus rapidement car des milliers d'années d'évolution ont inscrit cela dans ton instinct.
Le deuxième pattern, entre 5 et 7 ans, ton cerveau a gravé un modèle relationnel idéalisé. Tu as cru que papa était Superman et maman Wonder Woman. Ton cerveau a enregistré l'amour parfait existe et je dois le retrouver. Tu désires quelqu'un d'inaccessible, le parent du sexe opposé. Cette blessure narcissique primaire devient la référence de toutes tes futures relations. Tu recherches l'inaccessible ou tu deviens aussi l'inaccessible. Le troisième pattern, ton cerveau d'enfant a associé amour véritable avec absence de sexualité. À 7 ans, ton amour pour ton parent était sans sexualité. Ton cerveau a enregistré du coup le vrai amour n'a pas besoin de sexe. L'amygdale a encodé sexe égale trahison de l'amour pur de l'enfant de 7 ans. La conséquence, juste faire l'amour pour toi ce n'est pas de l'amour. Une part de toi croit encore que l'amour n'est pas lié à la sexualité. Parce que dans ton enfance, personne ne t'a enseigné la valeur primordiale et factuelle de l'acte sexuel dans la relation homme-femme, notamment celle qu'avaient tes parents. Et le quatrième pattern, le rejet parental perçu s'est cristallisé en croyance centrale. Je ne suis pas assez. Chaque interaction intime réactive cette blessure. Tu passes en mode princesse intouchable ou chevalier servant, car l'amygdale active ces patterns automatiquement. Dans ton cerveau, tu dois faire des actions pour mériter de jouir de l'être aimé. Alors que le simple fait d'assumer et d'être sexué pourrait te permettre de vivre un amour beaucoup plus simple. Tu vois, tu maintiens ces patterns parce qu'ils sont familiers. Ton cerveau, il préfère la souffrance connue au bonheur de l'inconnu. C'est plus safe de rester dans ta prison que de risquer la liberté. Donc si tu as reconnu au moins un de ces patterns, bah félicitations. Tu viens de découvrir pourquoi ta vie sexuelle est au point mort. La bonne nouvelle, maintenant que tu le sais, tu peux changer. Tu vois, tous tes comportements d'adulte ne sont que la répétition de ces expériences d'enfant. La femme qui dit « je suis pas comme ça » lorsque tu proposes de monter chez toi après un date, celle qui collectionne les followers et les prétendants dans son carnet d'adresses. Tout ça, c'est son cerveau de 7 ans qui essaie encore de résoudre cette vieille blessure de elle, enfant, qui croit en un amour illusoire, non sexué, qui l'empêche aussi de vivre une vie avec un épanouissement sexuel affirmé. Sache que tu cherches toujours adulte ce que tu as perdu comme un manque, ce que tu as perçu comme un manque enfant. Faut que tu comprennes comment fonctionne ton esprit. La majorité des choses que tu aimes ou désires aujourd'hui, c'est parce que ça te manquait enfant. Une personne qui, dans sa perception, a vécu le manque d'argent enfant, elle aura un désir de devenir riche. Tu vois, par exemple, j'ai vu l'interview de Tony Parker où il disait qu'enfant, il avait vu les huissiers arriver chez lui parce qu'il était petit et il avait des problèmes financiers dans sa famille. Donc dans sa tête, il s'est dit, franchement, plus jamais ça. Résultat, c'est un des joueurs de la NBA les plus riches parce qu'il a mis plus son focus sur comment générer de l'argent et éviter de revivre cet inconfort vécu enfant. Personne qui, dans sa perception, par exemple, a vécu l'agressivité enfant, elle aura un désir de devenir quelqu'un de très pacifique. Une personne qui, dans sa perception, manquait d'attention enfant, elle va avoir un désir énorme d'attention dans sa vie d'adulte. Une personne qui, dans sa perception, a eu l'impression de devoir partager son premier amour non sexué, idéalisé durant son enfance, elle va avoir envie d'avoir un amour exclusif, non sexué, idéalisé dans sa vie d'adulte. C'est pour ça que la plupart des hommes et des femmes s'accrochent plutôt inconsciemment à cette idée de l'amour pur entre un homme et une femme. Ils sont dans un fantasme de trouver la seule et unique personne, l'âme sœur qui leur convient parfaitement et qui n'aimera qu'eux. Mais ils ne se rendent pas compte de la réalité physique et sexuelle de l'attraction homme-femme. C'est pour ça que certaines femmes disent ne pas chercher de sexualité. Elles croient à cet amour au-delà du sexe. Mais dans les faits, c'est faux. Rien de tout cela n'existerait sans le sexe et tu te dois de lui redonner sa place centrale. Elles ont une réaction infantile. Cette blessure infantile est tellement profonde et ancienne qu'elle travaille encore sur elle et fait passer la sexualité au niveau inconscient la plupart du temps, dans leur vie, et très rarement exprimée de manière consciente et assumée.
La relation avec tes parents t'a programmé à chercher une illusion, un amour illusoire de petit enfant asexué, au lieu d'une vision objective de la réalité homme-femme. Peut-être que cet idéal de relation est tellement difficile à confronter à la réalité que tu préfères, en ce moment, ne même plus chercher à entrer en relation. Parce que cet idéal, tu t'es rendu compte qu'il n'était pas accessible. Ce qui est sûr, c'est que cette blessure oedipienne va devenir le moteur secret de tous tes comportements relationnels. Cela va créer le manque d'estime de toi, la dévalorisation, le sentiment d'abandon. Quand l'enfant voit qu'il reçoit moins d'attention que l'autre parent, il se dit qu'il n'est pas assez bien, qu'il ne mérite pas d'être aimé pleinement. Et l'enfant va créer des stratégies pour combler ce vide. Et en fait, c'est là que tout se joue. Au lieu d'apprendre à s'aimer inconditionnellement dans sa nature de femme sexuée ou d'homme sexué, il va devenir dépendant du regard et du jugement des autres pour exister, comme une petite princesse ou un petit prince qui ne cherche pas l'acte sexuel et qui doit être parfait. Et c'est là où le travail sur soi commence. Mesdames et messieurs, parce que vous êtes responsable de l'appauvrissement de votre bien-être sexuel. Et si plus de femmes avaient travaillé sur elles au sujet du sexe, il y aurait beaucoup plus de gens heureux sur cette terre, selon moi. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme épanouie sexuellement. Mais c'est un travail qui demande une attention particulière. Du coup, mesdames, s'il y en a qui m'écoutent, il est temps de vous réveiller. Vous devez faire le travail nécessaire sur vous pour éviter les pièges de votre ego formé enfant. Cette identité de princesse intouchable qui jouit de la validation des hommes plus que de l'acte sexuel, c'est une prison que vous vous êtes construite. Vous devez comprendre que cette résistance à la sexualité, cette honte inscrite dans votre amygdale, cette peur liée à la reproduction ancestrale et ce trauma d'enfance qui vous rend addict à l'attention masculine virtuelle, tout ça, ça vous empêche de vivre pleinement votre nature de femme sexuée. Arrêtez de jouer avec les émotions des hommes par SMS. Arrêtez de retarder les rendez-vous pour nourrir votre ego narcissique. Arrêtez de collectionner les admirateurs comme des trophées sur Instagram ou autres. Ce comportement sadique et puéril ne vous mène nulle part. La vraie libération, c'est d'assumer votre désir, d'arrêter de chercher la validation externe et de vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à votre plaisir authentique. C'est votre responsabilité de faire ce travail de développement personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Et tant que vous ne l'aurez pas fait, vous continuerez à tourner en rond dans ces schémas infantiles qui vous maintiennent dans la frustration. Voilà, maintenant tu sais. Tu sais pourquoi ta sexualité ressemble à une cour de récré au lieu d'un temple d'extase. Tu sais pourquoi tu joues encore au même jeu de pouvoir que quand tu étais enfant. La question maintenant, est-ce que tu vas continuer à faire l'enfant ou est-ce que tu vas prendre tes responsabilités d'adulte et ton épanouissement sexuel en main? Est-ce que tu vas enfin te servir ton propre festin ou tu vas te cacher derrière un masque social qui ne correspond pas à ta vraie nature? Parce que je peux te dire quelque chose, hein. Une sexualité d'adulte assumée, c'est pas juste quelques orgasmes de plus par semaine. C'est une reconnexion à ta puissance intérieure, à cette force de vie qui traverse ton corps. Quand tu arrêtes de jouer l'enfant frustré, tu vibres l'adulte incarné. Alors je tiens à vous féliciter, hommes comme femmes, à avoir écouté jusqu'au bout cet audio. Il n'est pas parfait et je tiens pas à ce que ça le soit. Dans toute mon humanité, je m'aime inconditionnellement. D'ailleurs, il y a de fortes chances que ton ego ait résisté à certains sujets que j'ai énoncés et c'est totalement normal. C'est une blessure ancienne et c'est sur ça qu'on a bâti notre vision de la vie, des relations et même notre vision de l'amour. Je prétends pas avoir tout compris. T'imagines bien que j'ai dû vulgariser dans cet audio. Ben, c'est un peu plus complexe que ça. Je suis conscient que cette chaîne, Mindfuck, ne parlera pas à tout le monde, que ça heurtera certains, et à vrai dire, je m'en fous, mais royal. Cette chaîne, elle n'est pas faite pour tous. J'exprime mon message, et ceux pour qui ça parle, vous pouvez rester. Les autres, vous pouvez partir. Je suis pas ici pour que ce soit confortable. Je suis ici pour que ce soit transformateur. Pour ceux qui aiment ce genre de contenu, abonnez-vous. Pour les autres, il y a plein d'autres youtubeurs. Allez faire votre choix. Mais si tu veux sortir de ces schémas et découvrir ce que c'est que de vraiment habiter ton corps d'homme ou de femme, je crée un accompagnement qui va te faire passer du mode infantile à adulte libéré sexuellement.
Le lien est dans la description. Parce que la sexualité, c'est pas juste du plaisir, c'est un acte d'amour de soi. Une porte vers l'éternité. Un moyen de reconnexion à quelque chose d'intime, transcendant et puissant. C'était Mindfuck pour vivre des sommets d'extase et de plaisir. N'oublie pas de te faire vibrer, mon cochon. Et ma cochonne.